Ce webinaire prend place dans ce qu'on appelle le programme numérique, qui est un programme interinstitut qui va s'intéresser au levier du numérique pour l'agriculture. Et donc, ce webinaire prend place plus précisément dans ce qu'on appelle l'action élémentaire 3, qui va vraiment s'intéresser à l'acquisition de références sur les agroécosystèmes et voir comment on peut les valoriser. Et donc, dans ce cadre, nous avons créé un groupe de travail autour des données satellites il y a maintenant 2 ans, je crois. Et donc, on a plusieurs instituts qui vont prendre part à ce travail. Et l'idée, c'est de faire de l'interconnaissance, mais aussi de partager notre expertise à d'autres instituts, notamment via des événements comme ces webinaires. Et donc, la semaine dernière, comme je le disais, on a eu une première session sur le fonctionnement de la télédétection satellitaire. Donc, qu'est-ce qu'une image? Qu'est-ce que la notion de correction? Un peu un panorama des différentes missions qui peuvent exister aujourd'hui. Et dans la session du jour, on va s'intéresser à des exemples d'applications un peu plus concrets pour l'agriculture. Donc on va voir une première partie, on va un peu vous détailler les différents types de produits qui existent aujourd'hui, accessibles en ligne, et ensuite on va avoir le détail de 2 cas d'usage pour vraiment vous montrer concrètement comment ces données satellitaires peuvent nous aider à répondre à des besoins agronomiques. Voilà pour le programme. Dans le diaporama qu'on vous partagera, j'ai remis le lien vers le replay de la session 1, si ça vous intéresse, et il y aura également celui de cette session. Et donc sur les objectifs du jour, c'est de découvrir donc les différents produits qui existent et ensuite de pouvoir comprendre des exemples d'utilisation de 2 types de produits. Et on est toujours sur un public cible plutôt ingénieur des instituts avec aucun prérequis nécessaire. Et donc, je vais tout de suite commencer avec la partie donc sur la typologie des produits existants. Et comme je le disais, l'objectif de cette première partie, c'est vraiment de vous détailler un peu les différents types de produits qui existent aujourd'hui en ligne. Et donc, pour ce faire, on va s'appuyer sur la typologie de l'organisme TEIA. Donc, qu'est-ce que c'est TEIA? C'est un pôle de données et de services qui vise à faciliter l'accès, mais également à fédérer à l'échelle nationale l'expertise scientifique autour de ces données, autour de plusieurs thématiques, notamment la thématique agro-système, occupation du sol. Et donc, ce pôle de données distingue 3 niveaux de produits. Donc, à partir des images satellites brutes qu'on a détaillées lors de la première session, on va avoir 3 grands types de produits. En premier, les produits qui vont être liés à ce qu'on appelle les variables directes. Ensuite, les produits qui vont être liés aux variables descriptives. Et enfin, des produits qui vont être liés à des variables modélisées. Et donc là, dans chacune des diapositives, je vais vous détailler ces 3 niveaux. Et donc pour commencer, le premier niveau, les variables directes. Qu'est-ce qu'on entend par variable directe? Eh bien, derrière, en fait, ça va renvoyer aux mesures physiques qui vont être issues des capteurs embarqués sur nos satellites. Et donc, ces mesures physiques vont avoir quelques traitements, mais ça reste quand même assez minime. C'est des traitements, comme on a vu la dernière fois, qui vont plutôt être là pour essayer de corriger les erreurs géométriques et radiométriques qu'on peut avoir lors de la mesure physique. Et donc, ces variables directes vont être différentes selon le type de capteur embarqué sur nos satellites. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, on va avoir à la fois des capteurs qui peuvent être passifs ou actifs. On va avoir différents types de satellites et donc différentes mesures possibles. Et donc, en termes de variables, on va être capable d'avoir accès à la température de surface et à l'émissivité. Avec tout ce qui est capteur optique, on va avoir les réflectances de surface. Donc, on en a pas mal parlé lors de la dernière session. Et on va aussi avoir d'autres types de satellites comme les lidars qui vont nous permettre d'avoir une représentation en 3 dimensions de notre zone d'intérêt avec accès à des nuages de points 3D. Donc là, c'est pour ce qui était des produits en lien avec les variables directes.
Ensuite, on va avoir, comme je le disais, les variables plutôt descriptives. Et donc là, à quoi ça renvoie, ces variables descriptives? Ça va être des informations cartographiques ou thématiques qui vont décrire l'état ou l'usage du territoire. Et donc, ce type de produit est obtenu après des étapes de classification qui peuvent être supervisées ou non, des étapes aussi de détection d'objets ou de segmentation temporelle. Et donc, on va toujours partir de nos images satellitaires brutes sur lesquelles on va venir faire ce type de traitement, ce qui va nous permettre d'obtenir une diversité de produits. Donc là, dans l'exemple, je vous ai détaillé les produits en lien avec l'occupation des terres. Donc un premier exemple, ça va être des données d'occupation des sols. Donc c'est la première image là à gauche où en fait on va avoir des représentations d'occupation d'un territoire avec une classification avec par exemple usage plutôt pour de l'agriculture, des zones urbaines, etc. On va également avoir des produits qui vont permettre de caractériser les surfaces en eau du territoire, de repérer les parcelles irriguées, les zones urbaines et également les surfaces enneigées. Donc là, c'est un exemple. On a d'autres produits descriptifs et donc je vous ai remis le lien vers ce pôle de données si vous voulez voir plus en détail ces autres produits. Donc là, on était sur le deuxième niveau et donc pour le dernier niveau, pour les variables quantitatives ou modélisées. Donc là, on est sur des paramètres qui vont être biophysiques ou bioclimatiques, donc vraiment plutôt des données qui vont être quantitatives. Et ces paramètres vont être dérivés des mesures acquises par nos satellites. Et on va faire des traitements qui vont permettre d'obtenir des indices spécifiques, soit via des transformations mathématiques, soit via l'intégration dans un modèle spécifique. Et donc les transformations qu'on peut effectuer, ça peut être de la combinaison spectrale, l'inversion de modèles radiatifs ou le couplage avec des modèles biophysiques et hydriques. Et donc quand on parle de combinaison spectrale de façon assez générique, ça va renvoyer à tous les indices assez connus, type NDVI, NDWI. Donc voilà, tous ces types d'indicateurs, ça va être de la combinaison spectrale. Et donc, dans notre pôle de données, on va avoir accès à des variables modélisées qui vont plutôt permettre de décrire les propriétés des agrosystèmes, mais également des produits plutôt spécifiques à la propriété des sols, notamment avec la réserve utile en eau. Et donc là, dans la suite de la présentation sur les cas d'usage, on va notamment détailler comment on peut valoriser les indices LAI et F-cover. Donc j'ai remis la définition ici, mais Guy détaillera un peu plus en détail comment on peut les valoriser pour des besoins des instituts. Donc voilà pour les trois niveaux des données accessibles. Et donc la diversité de ces produits accessibles va aussi mener à une diversité d'applications possibles. Donc là, on a essayé de dresser un peu une synthèse de ces utilisations autour de trois thèmes. Donc la thématique eau, la thématique azote et la thématique carbone. Pour chacun des thèmes, on a dressé des exemples d'indices qui peuvent être utilisés dans ce type de problématique. Donc dans l'eau, on va retrouver le NDWI ou le TIR, azote NDVI, LAI, INN. Et donc pour l'azote, on va détailler un cas d'usage dans la suite de la présentation. Et on va voir aussi le carbone avec des indices biophysiques qui peuvent être calculés spécifiquement et notamment des modèles via des indicateurs via des modèles, notamment le modèle SOCROP qui a été développé par l'INRAE. Et donc pour chacun des thèmes, on va avoir des applications qui vont aussi se distinguer d'un point de vue échelle spatiale, avec soit des applications au niveau intraparcellaire, soit au niveau parcelle, avec toujours quand même la problématique de la résolution spatiale. Donc on l'a vu la dernière fois que les produits accessibles gratuitement en ligne, on était plutôt de l'ordre de 10 mètres et donc ça pose aussi question sur l'intraparcellaire à la résolution à laquelle on peut descendre. Pardon. Donc je ne vais pas détailler tous les cas d'application possibles, mais dans la présentation, vous pourrez revenir dessus.
Et donc pour finir, sur cette première partie, on voulait vous expliquer aussi comment accéder à ces données qui sont accessibles en ligne. Donc une première porte d'entrée, ça va être le pôle de données TEIA qui aujourd'hui a développé un navigateur en ligne qui permet d'accéder à ces différents produits. Donc je vous ai remis le lien, vous le retrouverez dans la présentation. Et donc quand on appuie sur ce lien, on va arriver sur un catalogue qui va nous permettre d'accéder à cette plateforme. Donc vous voyez, c'est vraiment dans une optique navigateur. On peut zoomer, dézoomer sur notre zone d'intérêt, choisir le type de produit qui nous intéresse. Donc on va retrouver les variables brutes avec Sentinel 1, Sentinel 2 qui est vraiment la première échelle de données accessibles. On va ensuite avoir accès à des données un peu retravaillées, typiquement sur les données descriptives avec OZO, qui est l'occupation du sol. Et donc, on voit là sur la capture d'écran qu'on va avoir une représentation par tuile de notre territoire et on peut sélectionner la zone qui nous intéresse et la télécharger pour ensuite faire des traitements sur notre machine. Et donc, pour pouvoir télécharger les données, il faut se créer un compte. Et à noter que la plateforme est encore en cours de construction, alimentation, donc on n'a pas encore tous les produits qui sont accessibles, mais c'est l'ambition, c'est vraiment de s'appuyer sur cette plateforme pour rendre le plus largement accessible les données du pôle TEIA. Donc là, c'était pour un premier exemple de plateforme. Un autre exemple de navigateur gratuit, ça va être le navigateur européen Copernicus. On voit qu'on est sur la même logique, donc une représentation avec un catalogue donc à gauche où on peut choisir les différents produits qui nous intéressent. Donc là, on va retrouver les indices assez connus type NDVI, NDWI. Pareil, on peut zoomer, dézoomer sur nos zones d'intérêt, choisir des filtres aussi sur la couche nuageuse, donc c'est assez intéressant. Et de façon assez similaire, il faut avoir un compte, mais c'est des comptes gratuits pour pouvoir télécharger les données. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Et pour finir sur cette partie, donc on en a un peu parlé la dernière fois sur l'écosystème des données satellitaires. Donc, on va avoir à la fois des acteurs plutôt publics, mais aussi des acteurs privés. Et donc, ces acteurs privés aujourd'hui mettent aussi à disposition des images satellites, souvent des images qui vont être à des niveaux de résolution spatiale plus hautes. Et donc, derrière, par contre, ça va être des images qui vont pas être en accès libre. Donc, souvent, il faut payer pour avoir accès à ces données. Mais voilà, ça peut être intéressant, surtout que pour certains acteurs, on a des prix qui vont être préférentiels, notamment pour les acteurs de la recherche. Donc, dans certains projets, ça peut être intéressant de voir ce qui est disponible sur ces plateformes. Donc là, j'en ai cité trois, Airbus, Planet et Dataterra Dynamis. Voilà. Voilà pour cette première partie qui visait vraiment plutôt à reprendre un peu une classification des produits accessibles en ligne aujourd'hui. Et donc là, l'idée dans la suite des présentations, c'est de vous détailler deux cas d'usage. Un cas d'usage qui va essayer d'approfondir une valorisation des données descriptives. Donc c'est Jean-François qui nous présentera et un deuxième cas d'usage autour de l'azote et de la valorisation de données modélisées slash quantitatives. Voilà pour ma présentation. Je propose qu'on passe tout de suite à la suite. Donc, je vous présente dans cette partie un cas d'usage, de cartographie de l'usage des sols et de cartographie des pratiques agricoles, donc toujours basé sur les séries temporelles, Sentinel-2. Donc, j'ai choisi un exemple sur la gestion des prairies avec deux aspects. Tout d'abord, distinguer les prairies pâturées des prairies fauchées. Et deuxième aspect, c'est estimer et cartographier la date de la première fauche. Bon, c'est une collaboration 16 Bio au Office français de la biodiversité. Alors, moi, je m'appelle Jean-François Dejoux, je suis ingénieur agronome. J'ai travaillé 10 ans en chambre d'agriculture à l'INRAE et depuis 20 ans, je suis au 16 Bio à Toulouse. Alors, vous avez la diapo suivante, là, où on voit la carte? Non. Non, Ah, zut. Alors, là c'est bon. là, c'est bon. Bon, alors, ok, je reste en mode comme ça, alors. Il y a un petit problème en mode plein écran. Alors,
pour vous aider à mieux comprendre le type de résultat produit, je vous montre tout de suite la carte finale qu'on a obtenue. Donc, il s'agit de la carte d'estimation de la date de première fauche sur l'année 2022 et sur toute la France métropolitaine. Alors, cette carte, elle est téléchargeable, hein, vous pourrez la télécharger et si vous zoomez, vous verrez tous les détails au niveau intraparcellaire, puisqu'on travaille avec des pixels Sentinel-2 à 10 mètres de résolution spatiale. Donc, c'est typiquement une carte qui est utilisable à plusieurs échelles, donc de l'intraparcellaire à la parcelle, mais aussi à des échelles territoriales, hein, le département, l'aire d'appellation, AOC, etc. Alors, pour vous aider encore à mieux comprendre, j'ai pris un travail qu'a fait Simon Gascoin. C'est un collègue du CESBio qui vulgarise énormément tout ce qu'on peut faire avec Sentinel-2. Il a écrit plus de 200 petits articles de vulgarisation dans le blog Multitemple. Là, vous avez l'adresse dans cette diapo. Donc là, sur ce travail, il a agrégé les données sur des unités de 20 km de côté. Alors, on observe que pour 2022, la variabilité n'est pas très forte, hein. La première fauche s'étale de début à fin juin. Alors, attention, on peut faire deux remarques. C'est que la variabilité est beaucoup plus forte à l'échelle des parcelles, quand on travaille avec des données non agrégées. Et ensuite, bon, l'année 2022 est quand même très particulière. Il a fait très chaud au printemps, il y a eu une sécheresse précoce, donc c'est aussi pour ça que les dates de fauche ont été très regroupées sur le mois de juin, ce qui n'est pas le cas forcément des autres années. Alors, maintenant, je vous parle un peu du contexte et des tâches. Alors, le contexte, c'est que la fauche tardive et globalement les pratiques extensives sur les prairies sont favorables à la biodiversité. Donc, l'OFB, avec des partenaires, ont mis en point un observatoire de l'écosystème des prairies de fauche. Et ils ont besoin de suivre les pratiques agricoles et aussi les conséquences sur la vie faune. Alors, traditionnellement, cet observatoire est alimenté par des observations de terrain, des relevés voitures, bord de route, ce qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et en plus, ce n'est pas des observations toujours assez représentatives, où elles sont un peu limitées. D'où l'idée de voir si avec de coupler avec la télédétection pour pouvoir faire un suivi sur une cartographie de toutes les parcelles de France et sur différentes années. Donc, ce travail se décompose en deux tâches. Première tâche, distinguer les prairies fauchées des prairies pâturées. Et deuxième tâche, estimer cette date de première fauche. Alors, un petit mot sur les logiciels. Dès qu'on travaille avec ces données satellites, c'est un peu lourd, c'est des gros volumes de données. Il faut des logiciels spécifiques. Alors, nous, au CESB, avec le CNES, on a développé un logiciel gratuit, open source, dédié au traitement de ces séries temporelles de type Sentinel. Donc, cet outil c'est IOTA 2, et vous pouvez donc le télécharger, il y a des formations aussi. Et cet outil permet de traiter des grandes zones qui ont des particularités de ces séries temporelles. Donc, par exemple, le tuilage en maille de 100 km sur 100 km, c'est tout le maillage rouge que vous voyez sur la carte. La gestion de toutes les données nuageuses, des masques nuages, l'interpolation des dates, etc. C'est ce que fait IOTA 2. Alors, dans tous ces travaux, il faut beaucoup de données de référence, au moins au début, pour calibrer la méthode. Alors, dans ce travail, c'est l'OFB qui a fait un gros effort en 2022, avec un passage tous les 7 jours sur plusieurs mois, sur les mêmes parcelles. Alors, vous voyez les sites qui ont été suivis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah oui, non, ça. Bon, il y a plusieurs départements là avec les points rouges. L'idée, c'était d'échantillonner une gamme variée des climats, des pratiques agricoles, des altitudes, etc. Et on voit sur la figure 5 que l'échelle de saisie, c'est la parcelle agricole, hein, c'est un polygone, mais un travail préalable a été fait sur les orthophotos IGN pour éventuellement faire des polygones plus petits qui semblaient plus homogènes en termes de faciès. Alors, sur les données satellites, maintenant, on a utilisé toutes les données Sentinel-2 sur une période de 9 mois, donc de janvier à septembre 2022. Donc, vous imaginez, ça fait un gros volume de données, puisque là, on a utilisé 60 dates sur ces 9 mois pour chaque tuile. D'où la nécessité d'avoir des logiciels capables de traiter ça. Alors là, vous avez une petite illustration sur une parcelle, hein, de la dynamique du NDVI, ce fameux indice de végétation. Alors là, c'est un cas un peu particulier parce que c'était une luzerne qui a été fauchée 3 fois, mais ça permet de bien illustrer. Vous avez un extrait de l'image avant et après chaque fauche. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble.
Et les croix rouges permettent de montrer qu'il y a plein de dates nuageuses qui ne sont pas utilisées, et l'importance d'avoir des algorithmes qui sont capables de détecter automatiquement ces dates nuageuses. Alors les aspects méthodaux maintenant, je vais y aller rapidement. Donc là, on est, comme a dit Manon, on est sur des classifications supervisées. Ah oui, alors la diapo n'est pas complète, bon, c'est pas grave. Donc pour ça, c'est très classique, hein. On calibre un modèle de classification ou de régression par apprentissage, c'est pour ça que c'est supervisé. On utilise toutes les données satellites et on n'utilise qu'une partie des données de terrain, ce qu'on appelle les données d'apprentissage. Là, par exemple, 70% de ces données de terrain de l'OFB. Ensuite, le modèle est établi, le modèle statistique, et on peut après simuler ce que ça donne sur tous les pixels France entière grâce au modèle. Et pour évaluer aussi la qualité, la précision de ce modèle, on utilise les données de référence qui ont été mises de côté, là elle est à 30%, et ça permet de faire des statistiques de précision du modèle. Alors on peut faire un modèle par tuile, là, de 100 km, 100 km, ou un seul modèle France entière, où on combine les données de terrain de France entière. Alors, comme là, on avait 2 tâches, 2 sujets, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas les mêmes algorithmes qui sont utilisés. Pour la classification supervisée fauche-non fauche, c'est un algorithme de classification, bon là, le Shark Random Forest. Pour estimer la date de la première fauche, c'est un algorithme de régression, le Random Forest. Et là, on cherche à obtenir une estimation d'une valeur discrète continue, puisqu'il s'agit d'une date. Alors, c'est des algorithmes un peu compliqués, ce qu'on appelle de deep learning, qui ont donné les meilleures performances, hein, plutôt que des méthodes de seuillage NDVI qui s'avèrent pas très bons finalement. Donc là, vous trouverez tout ça dans la publication scientifique de ce travail. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu les statistiques qu'on obtient pour évaluer la précision du travail. Alors, ça part tout de ce tableau-là, le tableau 1, qui est une matrice de confusion. Donc en ligne, on a les données de référence et en colonne, on a les données obtenues après classification. Alors on peut estimer une précision globale du travail, là, qui est de 90%, ce qui est plutôt bon hein, dans ce type de travaux de cartographie par satellite. Et après, on peut aussi constater, à partir de ce tableau 1 de la matrice, par exemple, qu'il y a une surestimation de la classe fauche. Par exemple, vous voyez qu'il y a 7622 pixels de référence sur le terrain qui étaient non fauchés et qui se sont finalement trouvés affectés à la classe fauche par l'algorithme. Et c'est comme ça qu'on peut voir ce qui est surestimé ou sous-estimé. Alors, dans le tableau 2, vous voyez d'autres métriques qui permettent de dire globalement, pour la classe fauche, on est à 91% de précision, plus un écart type, hein, plus ou moins un écart type, et on est un peu meilleur que la classe non fauchée. Donc, en fait, ces statistiques, elles permettent de voir si on est précis, et donc aussi de voir si on est imprécis. Au moins, on le sait, l'imprécision est qualifiée. Alors, dans la diapo suivante, on va regarder un aspect important qu'on peut faire de manière visuelle, en fait, qualitative, qui est est-ce que les résultats sont cohérents au niveau spatial. Alors, vous voyez qu'on a un peu vu 4 grands types de configuration spatiale des cartes produites. Alors, sur la figure 11, c'est un peu ce qui était attendu, c'est que toute la parcelle est conduite de la même manière. Elle a été fauchée, tout est considéré comme fauché. Ce qu'on appelle le mode unimodal. Et vous voyez qu'il y a d'autres, on voit régulièrement sur d'autres parcelles plein d'autres modes au niveau spatial. Alors, par exemple, sur la figure 13, on voit non, la figure 12, pardon, on voit une distribution bimodale sur la parcelle. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la parcelle qui est considérée comme fauchée en rouge et une partie de la parcelle considérée comme non fauchée en bleu. Alors, est-ce que c'est une erreur de notre algorithme, de notre classifieur, ou est-ce qu'au contraire, ça représente une réalité de terrain où il y a souvent ce type de pratique bimodale? Bon, on peut l'estimer avec nos vérités de terrain, nos références. Alors, on peut aussi commenter la figure 14, l'effet poivre et sel. Et en fait, ça, c'est vrai que sur le terrain, on le voit aussi beaucoup. C'est des parcelles très hétérogènes en composition, en mode de gestion. Un exemple que nos collègues ont observé, c'est une prairie qui est mal entretenue et qui a subi
une partie de pâturage, après avoir subi aussi un broyage. Donc en fait, dans la réalité du terrain, on a des cas très très variés. Et quelque part, ces apparences un peu bizarres de résultats de nos cartographies sont aussi révélatrices de réalité de terrain. Ce n'est pas toujours des erreurs de classification. Alors maintenant, je pars sur la partie, je commente la partie 2 du travail. La tâche 2, c'est la carte de date de première fauche. Alors voilà le type de résultat qu'on obtient. C'est une erreur moyenne, MAE, c'est en anglais, quoi. Donc là, on est précis à 4,11 jours, donc ce qui était pas mal. Et on voit qu'on est meilleur, la précision est meilleure pour les fauches intermédiaires là, de mi-juin, mi-juillet, et qu'on était moins beau sur les fauches tardives. Bon, ça s'explique assez simplement parce qu'on n'avait pas assez de références terrain de l'OFB sur les périodes tardives. Donc, si on voulait retravailler cet aspect-là, il faudrait plus de données terrain aussi après mi-juillet. Alors, pour conclure, enfin s'approcher des conclusions, c'est et vous montrer dans nos types de travaux les grosses questions qui se posent tout le temps, c'est est-ce que le modèle peut être généralisé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a calibré le modèle sur une zone ou sur une année, si on applique le modèle sur d'autres zones ou sur une autre année? Ça, c'est un enjeu important parce qu'on ne peut pas mobiliser des références terrain tout le temps, partout, chaque année. Et donc ça, c'est ce que je vais vous montrer, par exemple, comment on fait pour estimer si on peut travailler sur une autre zone. Et la thèse de Sarah, qui est au CSBio, elle va travailler sur 10 années pour voir si c'est robuste et qu'on peut extrapoler à d'autres années. Donc pour extrapoler à d'autres zones et voir si on est robuste, on fait ce qu'on appelle de la cross-validation. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, hein, mais en fait, c'est assez simple, c'est qu'on utilise les données de référence de tous les sites sauf un. On apprend le modèle donc sur tous les sites sauf un, et on applique le modèle sur le site qu'on a gardé de côté. Et comme ça, on peut voir si on est bon en apprenant sur d'autres zones. Et globalement, bah, on voit qu'évidemment, on a diminué la précision et on a augmenté un petit peu l'erreur d'estimation là dans ces travaux de fauche, puisqu'on a augmenté l'erreur de précision de 2,28 jours. Donc on est passé de 4,11 à 6,39 jours d'erreur moyenne de prédiction. Donc sur ce travail-là, la robustesse n'était pas trop mauvaise au niveau spatial. Et on pourra bientôt dire dans la thèse, dans un an, si on est bon au niveau extrapolation entre années. Donc pour conclure, dans ce type de travaux cartographiques, en fait, on peut distinguer des travaux qui sont faits sur une petite zone, où on a déjà de l'expertise et de données de terrain. Ça peut être votre cas dans l'institut technique ou dans les champs d'agriculture. Et là, les volumes de données à traiter sont plus faibles. Donc ça, c'est un travail qui peut être fait en général par un stagiaire spécialisé ou une personne un peu compétente en télédétection sans avoir besoin de gros ordinateurs, on va dire. C'est pas du tout la même chose dès qu'on travaille sur la France métropolitaine en entier, surtout si on a comme ambition de suivre plusieurs années, parce qu'on veut un peu suivre l'effet du changement climatique sur les pratiques ou sur les performances, voir s'il y a des évolutions de pratiques dues à la réglementation ou autre. Là, il faut quand même des compétences assez fortes, il faut des ordinateurs ou des serveurs assez puissants, et il faut beaucoup de données terrain. Alors, c'est peut-être pas toujours vous, les instituts, les chambres, etc., les COP, qui pouvez faire ça. Là, il y a des prestataires qui peuvent faire ça. Et donc, comme Manon l'a introduit, il y a aussi, au niveau du public, nous, les labos de recherche et par TEIA, on produit sur étagère un certain nombre de produits, quoi. Pour dernière diapositive, c'est que pour insister sur la donnée de référence, qui est quand même toujours très importante dans ces travaux, au moins sur un an, ou voire plutôt 2-3 ans. Alors, il y a plusieurs solutions pour avoir ces données de référence, des sciences participatives, on a testé aussi l'outil ODK avec le réseau des gens des prairies, là, pour que chacun puisse, avec son smartphone, faire des relevés d'occupation du sol, etc. Je vous montre juste en annexe cette diapo, vous aurez donc le lien, parce que là, j'ai parlé des cartographies sur la fauche des prairies. J'avais organisé il y a 2 ans une journée entière sur Sentinelle-2 et des travaux d'agroécologie. Donc là, vous aurez des présentations sur cartographie des intercultures, sur le produit OZO, qui est le produit TEIA, de cartographie de l'occupation du sol annuel. Toutes les vidéos et les diaporamas sont en ligne. Donc Manon vous fera suivre tout ça si vous voulez voir d'autres travaux. Voilà, je m'arrête là. Et normalement, Merci. j'ai rendu le partage. Ouais, merci Jean-François pour cette première présentation.
Je propose qu'on prenne un petit temps de questions peut-être avant de passer à Guy, s'il y en a. Donc il y en avait une première dans le chat de François Joudela qui était est-ce que les données radar de Sentinelle-1 seraient envisageables pour la détection de la fauche? Voilà, donc pourquoi finalement le choix de plutôt s'appuyer sur Sentinelle-2 plutôt que Sentinelle-1 Alors, c'est une question un peu récurrente. C'est une très bonne question. Dans tous ces types de travaux, on utilise des séries temporelles, hein, et très, très souvent, voilà, on teste la complémentarité optique-radar, parce que Sentinelle-1, c'est un peu les mêmes résolutions spatiales et temporelles. Ça a l'avantage, dans les périodes nuageuses, d'avoir quand même de la donnée. Et ça, c'est un des gros problèmes des données optiques, hein. Par exemple, en période de fauche, si on a beaucoup de nuages, forcément, on dégrade beaucoup la précision. Par contre, ça complexifie les traitements. Alors, sur ce travail, mes collègues, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais mes collègues Mathieu Fouvel, tout ça, ont testé l'apport de Sentinelle-1, l'apport du radar. Je ne l'ai pas présenté parce qu'en fait, ça s'est avéré de ne pas rajouter beaucoup de performance et de précision. Voilà, ça dépend des sujets. Parfois, ça amène, et pas sur la fauche des prairies. Ça a amené très peu. Par contre, ça alourdit énormément les temps de calcul et les volumes de données à traiter. Super, merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou demande de complément? N'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole si vous sinon, on peut passer à la présentation de Guy. Je vois pas de main levée. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, Guy, je te laisse prendre la main pour ta présentation. Oui, C'est merci bon, Manon. on me voit bien. Bonjour à tous. Donc voilà, pour me présenter, donc Guidé Arvalis. Moi, je travaille sur donc des thématiques de valorisation de données, donc capteurs et notamment satellites, donc à Arvalis. Et là, je vais vous présenter donc dans ce webinaire un exemple, comme l'a précisé Manon, de valorisation de données quantitatives. De télédétection, donc de variables modélisées donc issues de la télédétection. Donc ici, ces variables quantitatives vont être valorisées dans un outil d'aide à la décision pour du pilotage azote, donc sur blé d'hiver. Et ce que je vais essayer de montrer là dans mon diaporama, c'est l'intérêt d'utiliser la donnée de détection, notamment avec un modèle de culture pour cet usage-là, donc pour du pilotage azote. Vous présenter voilà, la méthodologie associée, les points de vigilance, les performances, et puis je finirai par un petit peu les limites et les questions en cours qu'on a sur ce sujet. Donc pour commencer, donc je vais d'abord vous présenter l'outil d'aide à la décision, donc de manière assez générale. Donc l'outil, il s'appelle Ferti Adapt CHN. Donc c'est un outil, comme j'ai précisé, de pilotage intégral de l'azote sur blé d'hiver. Donc c'est-à-dire que intégral dans le sens où on va piloter tous les apports d'azote sur le cycle du blé. Et donc son objectif, ça va être de déterminer au cours de la campagne les besoins en azote de la plante et de venir raisonner les apports d'azote par rapport au diagnostic de ces besoins. Donc il repose sur 3 caractéristiques, cet outil à décision. Le premier, c'est l'utilisation d'un complexe modèle de culture et capteur satellitaire. Donc modèle de culture, donc CHN. Et qui va donc ce complexe-là permettre de fournir en temps réel et journalièrement des diagnostics et des diagnostics d'état du couvert, donc du blé d'hiver, et des pronostics d'évolution de ce couvert. Sur la base du coup de ce diagnostic pronostic, on va confronter des règles de décision. Donc là, ça va correspondre au point 2. On va confronter donc ces sorties modèles de culture et données de télédétection à des règles de décision pour venir donc raisonner les besoins en azote et construire une stratégie d'apport et une dose d'azote apportée au bon moment. Donc notamment, on va venir regarder un indicateur, donc l'INN, qu'on va comparer à des seuils suivant le développement du couvert, et on va venir ajuster la dose pour éviter le franchissement d'un seuil minimal.
Et troisième caractéristique de l'outil, c'est qu'il y a une partie aussi de gestion du risque climatique. Donc là, je l'ai vu juste simplement, mais c'est pour vous présenter globalement. Voilà, on fait appel notamment à de la donnée météo fréquentielle et réelle, donc pour justement permettre de valoriser, enfin d'apporter les doses d'azote dans les meilleures conditions de valorisation pour la plante. Donc là, ce que je vais poursuivre plus, c'est sur la partie justement complexe, modèle de culture, données de détection, et l'intérêt du coup de venir justement utiliser de la donnée de détection par rapport à cet outil de la décision. Donc pour représenter sans inclure pour le moment de la donnée de détection, donc le fonctionnement de l'outil. Donc là, je vous ai mis un petit schéma sur la diaporama, avec donc ici, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, peut-être mettre le pointeur. Donc ici au centre, le modèle de culture qu'on utilise, donc CHN. Pour présenter brièvement ce modèle, donc il va simuler, c'est un modèle de culture mécaniste qui va simuler journalièrement les flux de carbone, d'eau et d'azote au sein de la plante, et qui va donc fournir chaque jour un état du couvert et un bilan des stress qui lui ont été affectés, notamment des stress azote et eau. Ce modèle repose donc sur un ensemble de paramètres d'entrée qu'on peut regrouper en deux types, qui sont donc un premier volet de paramètres d'entrée qui vont directement être saisis par l'utilisateur, donc par exemple des itinéraires techniques, une variété, etc. Par exemple, et aussi des bases de données donc externes, comme des bases de données météo ou de sol. Donc on va faire tourner donc avec ces paramètres le modèle de culture. Il va nous fournir un ensemble de variables de sortie qui vont caractériser, donc comme je l'ai précisé, l'état du couvert, mais aussi l'état des différents stocks en termes par exemple, de quantité d'azote pour le sol. Et par rapport à ces simulations, donc on va coupler ça à des règles de décision pour venir ensuite fournir un conseil de dose à l'échelle d'une parcelle agricole et qui va correspondre à l'état qui a été simulé par le modèle, qui est adapté à l'état simulé par le modèle. Sauf que donc cet outil-là, notamment lorsqu'on va le déployer dans un contexte opérationnel avec une multitude d'environnements et de conditions différentes, il va être exposé des fois il va être exposé à une plus forte incertitude. Et donc ce fonctionnement-là, il va y avoir des imprécisions associées dans un cadre opérationnel qui sont de trois types, qu'on a regroupé en trois types. La première source d'imprécision, c'est la donnée d'entrée, qui ne sera pas aussi précise que ce qu'on peut avoir sur nos parcelles d'essai. Donc on va avoir un modèle qui va tourner avec des fois des paramètres plus ou moins précis. Deuxième source d'imprécision, ça va être le fait que sur les parcelles sur lesquelles on va être amené à faire tourner l'outil, il va y avoir d'autres stress autres que l'azote, le stress azoté et le stress hydrique sont simulés par le modèle, qui vont pouvoir intervenir sur la parcelle et du coup entraîner des écarts entre ce qu'on utilise pour construire la dose d'azote et la réalité terrain. Et la troisième source d'imprécision, c'est que on peut aussi rencontrer dans un environnement hors gamme de calibration lorsqu'on fait tourner l'outil dans un contexte opérationnel, ce qui fait qu'on va avoir in fine aussi des simulations qui peuvent présenter un biais par rapport à la réalité. D'où l'intérêt du coup de venir utiliser justement de la donnée de télédétection et des variables donc quantitatives de télédétection pour venir alimenter notre modèle et venir corriger si besoin ou juste confirmer les simulations qu'on fait avec notre modèle dans un contexte opérationnel. Donc voilà, donc le satellite va permettre d'avoir un suivi régulier de la parcelle et de sécuriser, in fine, le diagnostic qu'on fournit et ce sur lequel on construit la dose d'azote. Voilà donc là c'était plus pour l'intérêt du coup d'utiliser ce type de données dans cet usage-là. Pour revenir un petit peu au type de données de télédétection qu'on utilise dans l'outil, donc nous on fait appel à un prestataire qui est extérieur, qui est Airbus, qui va récupérer la donnée, la traiter, la stocker et la mettre à disposition, donc via des API. Donc c'est ces API qu'on va venir interroger pour récupérer les données. Les types de données que Airbus nous met à disposition sont issus de deux constellations majoritairement, donc Landsat 8 et Sentinel-2, donc c'est deux constellations optiques. Nous, pour nos usages et par rapport à nos besoins de précision, on utilise uniquement Sentinel-2. Donc, c'est-à-dire qu'on a une fréquence d'observation de tous les 5 jours pour une parcelle, suivant les cas de regroupement, et avec une résolution spatiale de 10 mètres.
Les variables que Airbus va nous fournir, donc c'est du F-cover, du LAI et de la chlorophylle, donc de la LAI surface de feuille et chlorophylle, de la teneur en chlorophylle à l'échelle du couvert. Donc là, eux, ils l'obtiennent, j'ai vu une question dans le chat, mais ils l'obtiennent par des inversions de modèles biophysiques pour pouvoir obtenir ces valeurs-là à l'échelle de la parcelle agricole. Et ils vont nous fournir donc une valeur, des résumés statistiques à l'échelle de la parcelle agricole, donc sous forme par exemple de moyenne ou de médiane, ou alors aussi un format raster pour, pour avoir une idée de la distribution spatiale de ces variables à l'échelle de la parcelle agricole. Et aussi donc Airbus fournissent également donc des informations sur la qualité de l'acquisition, donc par exemple des photos RGB pour voir dans quelles conditions ont été acquises, ont été calculées les variables biophysiques, et aussi des indices de couverture nuageuse justement pour pouvoir écarter les acquisitions qui ont été, oui c'est ça, les acquisitions qui ont été faites dans des mauvaises conditions. Et dernier point aussi, c'est dans un contexte opérationnel, c'est assez en tout cas important de prendre en compte cet aspect-là, mais ils sont en mesure finalement de fournir aussi assez rapidement des nouvelles acquisitions dès lors qu'il y en a, donc là sous 1 ou 2 jours, et ce qui permet du coup de corriger le plus rapidement possible si besoin le modèle, et derrière d'avoir des conseils qui soient le plus adaptés le plus rapidement possible. Par rapport donc à ce type de données de télédétection, donc nous ce qu'on va faire, donc, et le besoin qui ressort, c'est qu'il y a un besoin de calibrer ces données donc qu'on utilise de Airbus par rapport à des références terrain. Donc pour ça, on a un réseau d'essais pluriannuel et plurilocal qu'on va suivre donc là depuis 2020 pour pouvoir justement acquérir des références terrain qui vont pouvoir justement être comparées à ce qu'on récupère par satellite pour pouvoir justement calibrer la donnée et suivre la qualité. Donc l'objectif de ce réseau, il y a 3 objectifs. Le premier, c'est de corriger les éventuels biais qu'on pourrait avoir à partir de la donnée qu'on récupère par satellite, donc correction de biais qui se fait par rapport à des références. Le deuxième, c'est aussi de suivre la qualité de la donnée, notamment parce qu'Airbus est amené à faire des évolutions de leur méthode de calcul parfois. Donc là, ce type de réseau peut être aussi permettre de voir les impacts. Et le troisième aussi volet, ça permet de suivre les performances du modèle couplé à la donnée de détection. Donc, je vous ai mis là sur la partie droite des exemples de données de référence qui sont utilisées pour venir calibrer la donnée satellite, et un exemple de comparaison LAI satellite, LAI référence, pour montrer voilà un petit peu le type de correction qu'on va être amené à mener par rapport à la donnée satellite. Assez rapidement ensuite, donc une fois que cette donnée satellite est calibrée, donc là je vais vous représenter les différentes étapes pour justement la valoriser dans le modèle de culture. Donc on a une donnée initiale donc fournie par Airbus, donc qui est le LAI et la teneur en chlorophylle. On va tout d'abord filtrer les couvertures, filtrer les acquisitions qui ont été fournies pour une parcelle donnée suivant la couverture nuageuse. Donc ça c'est très important, notamment pour ne pas avoir des valeurs de LAI et chlorophylle aberrantes qui vont derrière fausser la vision qu'on a de la parcelle. On va venir calibrer ces données, donc comme je vous l'ai précisé sur la diapo précédente. Et ensuite on va aussi convertir ces données en variables simulées par le modèle pour venir justement corriger certaines variables spécifiques au sein du modèle. Donc on va convertir par exemple le LA et les chlorophylles, vu que la chlorophylle on ne la simule pas en quantité d'azote. Et ça, la quantité d'azote, c'est une variable qu'on va pouvoir corriger au sein du modèle. Et ensuite, pour pouvoir ensuite venir coupler véritablement la donnée de télédétection au modèle, on va utiliser donc un filtre qui va permettre de reconstruire une dynamique de LAI et de quantité d'azote à partir des informations du modèle de culture et de la donnée satellite. Donc le filtre, donc notamment le filtre de Kalman, donc ça va permettre de reconstruire une nouvelle dynamique qui intègre à la fois l'information capteur et l'information modèle. Et c'est cette dynamique qu'on va ensuite forcer dans le modèle, et on aura donc du coup, in fine, un modèle qui a été corrigé par la donnée satellite si besoin, ou confirmé juste. Les sorties ont juste été confirmées, en tout cas par les observations satellites. Donc juste, si ça n'a pas été très clair dans l'explication, mais j'ai remis un exemple graphique sur la partie droite de la quantité d'azote dans le cycle de culture. Donc les points noirs, c'est
c'est les mesures satellites. En rouge-rose, c'est le modèle CHN seul. Et ce que va faire le filtre, c'est qu'il va reconstruire la dynamique, donc sur le graphique du dessous, la dynamique bleue, pour pouvoir en fait linéariser, enfin interpoler, donc c'est ça la donnée satellite journalièrement, en prenant en compte les informations de dynamique apportées par le modèle. Et voilà, juste pour aussi illustrer rapidement quel intérêt ça a d'utiliser de la donnée de détection. Donc là, en termes de sortie, notamment pour une variable simulée par le modèle qui est la biomasse aérienne. Donc ici, les graphiques, c'est la biomasse aérienne simulée versus une biomasse terrain de référence, donc qui a été mesurée par prélèvement. Donc là, le premier graphique, c'est pour le modèle CHN sans données satellites, enfin le modèle de culture sans données satellites. Donc on a une certaine incertitude, en tout cas associée, lié au fait qu'il est exposé à des conditions soit de paramètres d'entrée, soit des conditions qui ne modélisent pas. Si ensuite on va intégrer de la donnée satellite, donc ça va correspondre à ce deuxième graphique, on voit qu'on gagne en qualité et en biais par rapport à cette simulation de la biomasse. Et si en plus on vient calibrer cette donnée par rapport à une référence terrain, là on gagne encore plus en qualité d'estimation de la biomasse. Donc là, c'est juste pour illustrer un petit peu l'intérêt de la donnée satellite et aussi de sa calibration par rapport à une référence terrain. Et dernière diapo, juste pour montrer aussi qu'on ne valorise pas uniquement de la donnée satellite pour corriger ou confirmer les sorties du modèle dans le cadre d'un contexte opérationnel. On le valorise aussi pour spatialiser le conseil de dose. Donc ici, je vous ai mis une diaporama pour présenter ça. Donc on va récupérer donc de Airbus une distribution notamment des variables biophysiques à l'échelle de la parcelle, comme j'ai pu vous présenter sous format raster. On va venir analyser cette distribution spatiale, détecter des points d'intérêt sur lesquels on va faire tourner le modèle. Et à partir de ces points d'intérêt, on va être en mesure d'extrapoler donc la dose à apporter sur l'ensemble de la parcelle à partir justement de l'information de télédétection. Donc la donnée aussi de satellite permet de spatialiser le conseil de dose. Voilà, et pour finir pour cette partie-là, donc en termes de conclusion et perspective, donc ce que j'ai essayé de montrer en tout cas, c'est de coupler données satellites avec un modèle de culture, donc ça permet bien donc un gain en diagnostic et en pronostic, avec un point en tout cas important sur la nécessité de calibrer la donnée avant usage justement dans le modèle. Donc ça correspond au deuxième point. Ensuite, là, j'ai regroupé 3 points un petit peu en perspective et c'est des travaux aussi sur lesquels on travaille en ce moment. Alors, premier point, c'est la disponibilité de la donnée satellite. Donc là, c'est plus une limite qu'une perspective. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on utilisait la constellation Sentinelle-2, mais le souci, c'est que suivant la localisation de la parcelle, on va avoir comme l'avait précisé Jean-François, on va avoir plus ou moins de couverture nuageuse, donc plus ou moins d'acquisition disponible sur la parcelle. Donc des fois, on peut avoir aussi des gros trous de données en termes d'acquisition satellite. Donc se pose la question notamment d'usage de nouvelles constellations et derrière, du coup, de potentielles nouvelles calibrations. Le quatrième point, donc là plutôt sous format de travaux en cours, je vous ai présenté notamment sur la diaporama de méthodologie, la nécessité de mettre en place un fit, notamment pour interpoler pour linéariser en tout cas la donnée satellite. Il y a on se pose pas mal de questions justement sur quel filtre utiliser et comment l'optimiser pour vraiment justement, parce que c'est une étape très importante pour vraiment en tout cas garder toute l'information capteur et gérer justement aussi cette variabilité dans la densité d'acquisition. Donc ça, c'est un point en tout cas assez important de travail. Et puis dernier point aussi de travail, c'est là je vous ai présenté le cas où on vient corriger certaines variables spécifiques du modèle. Mais il y a aussi, et là on travaille aussi là-dessus, sur le fait d'utiliser la donnée de télédétection pour venir aussi reparamétrer certains paramètres du modèle, notamment lorsqu'on est dans des configurations, on a un gros écart entre données satellites et modèles, et simulation modèle. Là, on va essayer d'utiliser la donnée de détection pour reparamétrer certains paramètres qui font défaut justement sur une parcelle. Donc là, c'est aussi un autre volet de perspective.